Bien. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être à nouveau connectés à ce rendez-vous de notre web-série dédiée à la transformation des ESAT, qui en est aujourd'hui à son 5e numéro. On avait commencé par poser le contexte et les enjeux de la transformation des ESAT. On a parlé orientation vers les ESAT à tous les âges de la vie. On s'est interrogé à l'aune de la recherche sur la notion d'organisation capacitante et apprenante. La précédente séance était dédiée à la formation en ESAT. Et parce que le parcours en ESAT ne se résume pas à la seule question de l'insertion professionnelle, mais qu'il est bien question d'accompagnement, accompagnement depuis l'entrée dans l'âge adulte jusqu'à la fin de carrière professionnelle, accompagnement d'un parcours de vie qui est un parcours de vie sociale, qui est un parcours de santé, qui est un parcours résidentiel, qui est aussi un parcours citoyen, de consommateur, voilà. Eh bien, on a voulu dédier ce 5e numéro à l'activité comme pivot de la vie sociale, les missions donc d'accompagnement par le travail et d'accompagnement de la fin du travail. Je souhaite la bienvenue et j'adresse mes remerciements pour leur présence à nos 3 invités du jour. Julie Parlati, qui est responsable qualité à l'APF France Handicap sur le territoire alsacien. Christine Hurel, directrice de l'ESAT, de plusieurs ESAT à l'APUI de l'Aube. Et Béatrice Aigu, également directrice d'ESAT, mais aujourd'hui présente en tant que présidente de l'association Un avenir après le travail en Champagne-Ardenne. Merci à toutes les 3 pour avoir répondu présente à notre invitation. Madame Parlati, on va commencer par vous pour que vous puissiez nous présenter comment les activités de soutien permettent de promouvoir la participation sociale dans les ESAT de l'APF. Peut-être on pourra monter en généralité à partir de là. Et puis comment finalement, dans le contexte qu'on connaît dans celui des ESAT, qui reste avant tout un contexte de travail, on peut arriver à garantir un objectif de promotion de l'autonomie. Voilà, on vous donne la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, Julie Parlati, effectivement responsable qualité Grand Est pour l'Association des paralysés de France, France Handicap. Alors, je vais vous parler de mon expérience de 10 années que j'ai passées au sein de l'ESAT de Rixheim en tant qu'éducatrice spécialisée. Et donc, je vais plus particulièrement dédier cette intervention sur les activités médico-sociales qu'on a mis en œuvre. Alors, si on peut envoyer du coup le PowerPoint, s'il vous plaît. Voilà, donc la première, on peut la passer du coup. Donc, j'ai d'abord posé la question, finalement, les activités médico-sociales, pour quelle finalité l'objectif premier étant donc d'encourager le développement des potentialités et des acquisitions nouvelles pour que ça favorise un milieu de vie avec l'épanouissement personnel et social. Donc, il y a différents axes d'accompagnement qui vont être concernés du coup par ces activités. Un des premiers, c'est l'autonomie et l'autodétermination, donc rendre la personne actrice de son projet de vie, de ses souhaits. C'est également la participation sociale. Donc, on le verra après, il y a différents moyens, des instances de participation et des temps d'échange aussi qui vont favoriser cela. Nous avons également mis en place aussi tout ce qui est soutien administratif parce qu'on a effectivement un public qui a des besoins en termes d'assistance, mais parfois aussi de relais avec d'autres prestataires. Donc, on peut avoir aussi les tuteurs, les curateurs qui vont intervenir dans ce cadre-là. Également, le développement personnel. C'est aussi un travail sur l'image de soi, la confiance en soi, développer des capacités aussi à reconnaître finalement quelles sont nos qualités, comment je peux avancer avec tout ça. Également des entretiens et des soutiens sur l'acquisition de connaissances. Et puis tout ce qui va concerner la prévention, le maintien de la forme physique et de la santé. Donc ça, c'est les principaux axes qu'on développait au niveau de notre établissement.
On peut continuer. Donc, au préalable, je notais qu'il y avait quand même des conditions qui favorisaient la mise en œuvre de ces activités. Déjà, le premier, c'est l'accueil et la présentation donc, du cadre et des missions d'accompagnement. Donc, le public qu'on accompagne arrive en général soit sur une période de stage ou directement en période d'essai. Donc, c'est quand même un temps propice aussi pour faire connaissance, pour présenter du coup les missions de l'ESAT et permettre du coup le démarrage de l'accompagnement à partir de cette présentation. Ensuite, il y a la construction d'une relation d'aide basée sur l'écoute, la confiance et une posture bienveillante de la part des professionnels pour permettre à la personne aussi de s'autoriser à expliquer quels sont ses projets de vie, ses difficultés, mais aussi ce dont elle souhaite, les points où elle souhaite être accompagnée finalement par la structure. Il y a aussi donc, dans cette étape-là tout le recueil des besoins et des attentes de la personne. Donc, ça passe par des entretiens, ça passe aussi par des outils. On verra, il y a le projet personnalisé, mais également dans le cadre du travail, les observations que réalisent les professionnels sur les capacités de la personne et puis les possibilités aussi de développer des compétences à travers des formations ou des soutiens particuliers. Il y a également donc l'observation, l'évaluation des compétences et des capacités, mais également des difficultés rencontrées. Et puis, j'ai noté le regard croisé des professionnels chargés de l'accompagnement, à la fois professionnel et médico-social. Pour moi, c'est un point important parce qu'effectivement, la personne évolue au sein de l'ESAT, mais principalement dans la partie atelier, la partie production. Du coup, les moniteurs qui sont en charge de l'accompagnement ont un regard sur les personnes, sur comment elles se sentent. Il peut arriver des fois que le matin, un usager qui arrive ne se sente pas très bien et ça va se retrouver aussi dans le travail qu'il va produire. Et du coup, le fait de pouvoir échanger avec le pôle médico-social qui, lui, pourra consacrer un temps d'échange et travailler sur les difficultés, c'est complémentaire et c'est ce qui est, pour moi, la force aussi des ESAT. Et enfin, donc, la co-construction d'un projet personnalisé. Donc, co-construction, puisque ça part des besoins et des attentes de la personne, mais également aussi des propositions que font les professionnels de l'établissement pour fixer, du coup, des objectifs à la fois donc, professionnels et médico-sociaux. À titre d'exemple, en termes de projets médico-sociaux, on peut avoir tout ce qui est la recherche d'un appartement, parce qu'on a des jeunes personnes qui vivent encore chez leurs parents et qui souhaitent, du coup, prendre leur autonomie. Donc, on va développer du coup un accompagnement individualisé pour le coup dans cet objectif-là. On peut continuer, merci. Donc, pour mettre en œuvre, on appelle ça des actions de soutien individuel et ou collectives, puisqu'elles peuvent être soit vraiment dirigées uniquement avec la personne directement, ou bien ça peut concerner plusieurs personnes en même temps, et dans ce cadre-là, on sera plus sur des activités collectives. Donc, ces actions-là, elles sont en lien avec les besoins qui ont été repérés et les objectifs fixés dans le cadre du projet personnalisé. Et elles visent à différentes choses. Donc, on peut être sur du maintien ou du développement des acquis scolaires. Alors, à titre d'exemple, on accompagnait une personne qui, au niveau du travail, a eu des difficultés sur un poste où il fallait mesurer des bandes. Donc, on a mis en place un soutien médico-social donc sur le temps de travail pour lui apprendre à utiliser la règle, à comprendre les mesures, à faire des conversions. On a également aussi proposé des cours de français, puisque dans le cadre du travail, il y a souvent besoin de savoir lire ou écrire, en tout cas sur des choses bien particulières. Donc, quand c'est possible, on accompagne la personne dans ces apprentissages-là. Nous avons également donc, des actions qui visent le fait de construire un projet d'insertion professionnelle. Donc, le pôle médico-social chez nous participait aussi à ce soutien-là. Donc, ça peut être la rédaction d'une lettre de motivation, d'un CV, la recherche de stages et de formation. La RAE, alors je ne l'ai pas noté là, mais effectivement, on en avait parlé la fois précédente, à la reconnaissance des acquis d'expérience. Et aussi la participation à des événements tels que le Duo Day, donc, qui permet en fait aux personnes, un jour dans l'année, d'aller réaliser un stage donc, en milieu ordinaire auprès de professionnels. On peut continuer. Donc, les actions visent également à développer l'autonomie. Alors, j'ai donné quelques exemples. Ça peut être apprendre à se déplacer dans la ville, utiliser les transports en commun, passer son permis de conduire aussi. On a des projets qui sont de cet ordre-là. On peut être également dans la recherche d'un appartement adapté. Donc, on va y mettre aussi en place toutes les aides qui vont être nécessaires, en aide humaine ou aide technique.
On va être également dans la réalisation de démarches administratives. Alors, l'idée, c'est de rendre la personne la plus autonome possible. Donc, ce n'est pas de faire à la place, mais d'accompagner à l'apprentissage pour que la personne réalise les démarches seule. Donc, ça passe effectivement par des temps de soutien souvent individuels, où, voilà, par rapport aux nouvelles technologies, par exemple, ça peut être la mise en place de l'application CAF sur son téléphone portable, réaliser ses déclarations trimestrielles, enfin, voilà, toutes ces petites choses-là du quotidien qui sont à réaliser, donc sont accompagnées par les AT. On est également sur l'ouverture et le maintien des droits. Donc là, on est aussi dans la démarche administrative au niveau de la MDPH notamment. Ça peut être de gérer son budget. Voilà, il y a des personnes qui peuvent avoir des difficultés dans la gestion des budgets. Donc, voilà, ça peut arriver qu'on soit amené à faire des dossiers de surendettement ou alors qu'on mette en place des suivis. Tous les mois, on fait le point avec la personne sur ses ressources, sur ses dépenses et puis accompagner petit à petit à être le plus autonome possible dans cette gestion-là. Et puis également, le soutien à la parentalité. Alors, c'est aussi à titre d'exemple, mais on a des travailleurs qui sont parents. Et comme tout parent, voilà, qui rencontrent aussi parfois des difficultés ou qui ont des questionnements. Donc, on peut être également dans cet accompagnement-là. Donc, les actions peuvent aussi viser à promouvoir la participation sociale. Alors, j'ai donné quelques exemples au niveau de notre établissement. Il y a plusieurs instances d'expression et de participation, donc comme le CVS, le Conseil de la vie sociale, mais ce qui concerne également la qualité, donc on avait un comité qualité où les travailleurs participent également, donc donnent leur avis sur les axes d'amélioration qu'on peut mettre en place en termes d'accompagnement, de lieu de vie aussi, améliorer la qualité de vie au travail. On mettait également en place des modules vivre ensemble. Alors, l'idée, c'était de permettre aux travailleurs de présenter aussi leurs origines pour certains, parler de leur pays, des coutumes qui étaient réalisées dans leur pays et d'exposer ça à leurs collègues de travail, donc sur des petits temps collectifs, ce qui permettait aussi des échanges, des débats, une ouverture aussi d'esprit. Nous avons aussi mis en place des visites et des partenariats avec des associations locales. À titre d'exemple, on a mis donc un atelier théâtre en place de cette manière-là, où les personnes ont pu échanger et rencontrer d'autres personnes qui n'étaient pas en situation de handicap. Et ça a donné lieu à une représentation d'un spectacle. Et puis, le parrainage de nouveaux arrivants. Donc là, c'était aussi pour rendre acteurs les personnes. Dans le cadre de la démarche qualité, ça a été de réaliser un petit guide en fait pour que les travailleurs qui le souhaitent puissent présenter leur structure, leurs travaux, l'organisation de l'établissement à des nouveaux arrivants, donc des stagiaires ou des personnes qui arrivent en période d'essai. On peut continuer. Merci. Donc les actions peuvent être aussi à destination de prévention et d'information. Alors différents thèmes, je vais en donner quelques-uns. On a tout ce qui concerne la santé. Ça peut être tout simplement d'accompagner une personne à la reprise de soins ou à la mise en place d'un suivi, parce que certains ont des fois un peu lâché certains suivis tels que la kiné ou les bilans de santé. Donc là, voilà, c'est des choses qu'on accompagne également. On peut être sur des sujets autour des droits et de la citoyenneté, du budget, de la préparation à la retraite, ou encore, là récemment, on avait mis en place une information sur la cybersécurité, puisque la période Covid a amené à ce qu'il y ait pas mal d'arnaques aussi, où nos publics ont pu être touchés. Donc, on essaye de les sensibiliser aussi par rapport aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Ensuite, je vous ai mis donc le soutien au développement personnel. Alors, ça passe vraiment par plein de choses et ça peut être un peu complémentaire avec les points cités avant. Nous réalisions en fait des entretiens d'aide qui favorisent l'expression des difficultés et des souffrances, parce que ces temps-là sont aussi importants pour connaître la personne et l'aider à avancer, donc prendre conscience de ce qui est difficile. Des fois, ça se traduit par des attitudes qui se répètent au niveau de l'atelier, donc dans le comportement avec les autres, avec l'encadrement. Le fait de pouvoir en échanger régulièrement, de voir aussi les points un peu d'achoppement, aide aussi la personne à se construire et puis à avancer par rapport à tout ça. C'est complémentaire avec des temps de permanence d'une psychologue qui intervient également à l'établissement. On réalise également des ateliers artistiques. Donc, j'en ai parlé avant un peu du théâtre. Il y a des ateliers d'écriture, de la photographie, des modules artistiques, esthétiques, pardon.
Et puis les activités sportives, donc on a expérimenté par exemple l'équitation, donc avec un partenariat d'un centre équestre à proximité de l'ESAT, où ça a permis à des personnes, je prends l'exemple d'un monsieur qui nous avait particulièrement marqué, mais un monsieur qui était en difficulté visuelle, et le fait de monter à cheval, voilà, le rendait finalement sans handicap, puisque c'est le cheval qui voyait pour lui. Mais c'est une image, mais pour montrer aussi voilà, l'intérêt de ces activités pour un petit peu expérimenter de nouvelles sensations, se rendre compte de ses potentialités et reprendre confiance en soi. Donc de la gym douce aussi, et puis des sorties montagne, voilà, dans l'esprit, c'est un petit peu les images que vous pouvez voir pour illustrer. Voilà, merci. Donc les moyens mis en œuvre, c'est déjà que ces activités se réalisent sur le temps de présence à l'ESAT, ce n'est pas du temps supplémentaire qui est demandé aux personnes, non, au contraire. Ce qui fait aussi que on intervient assez rapidement. Comme je disais avant, le matin, quand quelqu'un arrive et qu'il n'est pas forcément très bien ou qu'il a reçu des documents qui l'inquiètent, ça peut être source de stress parfois. Le fait d'avoir une équipe médico-sociale sur place qui peut prendre un temps dans la journée avec la personne, voilà, ça va un petit peu désamorcer les inquiétudes ou les tensions parfois. Du coup, ça favorise aussi la concentration et l'investissement dans le travail. Également, moyen mis en œuvre, c'est le fait d'avoir une équipe pluridisciplinaire qui est, comme dit, composée d'un pôle médico-social et également d'un pôle atelier, où on va mutualiser les compétences et les pratiques, puisque les collègues moniteurs d'atelier réalisent également des activités médico-sociales de soutien. Donc, on peut proposer un atelier espace vert, un atelier bois, enfin voilà, c'est aussi en fonction des compétences et de l'intérêt de chacun. Et puis, pareil, le pôle médico-social peut intervenir au niveau des apprentissages à l'atelier ou des formations. Je prenais l'exemple des unités de mesure, mais ça peut être l'adaptation aussi d'un poste. On avait traduit, par exemple, pour une personne qui était en difficulté dans la langue française, traduire quelques mots dans sa langue maternelle pour pouvoir lui permettre de travailler en autonomie sur certains postes. C'est des exemples. Et puis, des partenariats aussi avec d'autres associations et des dispositifs de droit commun, puisque l'idée, c'est aussi l'ouverture et pas de tout réaliser au niveau de l'ESAT. Nous mettons également en place donc, des outils d'évaluation et de formalisation. C'est important, je trouve, de formaliser, donc de rendre visibles finalement tous les accompagnements et les résultats qui sont produits par ces accompagnements. Donc, bien sûr, un des supports reste le projet personnalisé, mais il n'y a pas forcément que ces supports-là, puisqu'on a des outils aussi d'évaluation qui nous permettent de recueillir aussi l'évolution des personnes. Et puis, l'élaboration des projets d'activité, c'est se poser la question en amont, quand on met une activité médico-sociale en place, quel objectif, qu'est-ce que j'attends effectivement derrière, quel sens ça va prendre pour la personne ou pour le groupe de personnes concernées, qui effectivement sera concerné, puisque en connaissant les personnes au fur et à mesure, on peut voir par exemple que certains ont des difficultés à gérer leur budget. Donc, quand il y a une formation autour du budget, forcément, on va cibler aussi en priorité ces personnes-là. Donc, voilà, on choisit, ce n'est pas anodin, finalement, les propositions, les choix des activités. Et puis, de quels moyens on va avoir besoin aussi pour les réaliser. On peut continuer. Alors, pour terminer, j'ai voulu quand même donner quelques exemples en fait, d'effets constatés par rapport à ces actions. C'est que d'abord, elles sont bien entendu complémentaires à l'activité professionnelle. Ce n'est pas l'une sans l'autre ni l'une avec l'autre, c'est vraiment les deux ensemble qui vont favoriser la confiance en soi, une meilleure image et une meilleure connaissance de soi. Je le disais avant, l'expérimentation, par exemple les sorties montagne, ça aide aussi à repousser parfois certaines limites. On a des personnes qui ne se voyaient pas marcher toute une journée et finalement, au sein du groupe, en s'entraidant, en développement justement des valeurs d'entraide, ça a permis à la personne de se rendre compte de ses capacités aussi à se dépasser. On peut également aussi avoir comme effet le développement ou l'acquisition d'une plus grande autonomie et de nouvelles compétences. Donc ça, c'est à la fois sur le plan professionnel, mais médico-social aussi. Et puis, l'émergence de projets, d'envies nouvelles, aussi bien professionnelles que personnelles. À titre d'exemple, j'ai accompagné un monsieur donc, sur des ateliers d'écriture qui, lui, a souhaité, sur son temps personnel, après le travail, trouver aussi un lieu pour continuer cette activité. Donc, le fait de découvrir aussi de nouvelles choses, ça peut impulser des nouvelles envies. Et favoriser du coup la vie après le travail également, donner du sens aussi, parce que souvent le travail reste un lieu de socialisation important, mais l'idée c'est aussi de montrer que à côté il existe plein d'autres choses aussi, donc c'est les amener vers ces possibilités-là.
Et puis de manière générale, ça favorise l'implication et l'investissement aussi des personnes dans la structure. Voilà, j'ai terminé pour la présentation. Merci beaucoup, Julie. Écoutez, pour l'instant, je ne vois pas de questions qui sont apparues dans le chat, ce qui va me permettre de vous poser directement celles que moi j'ai notées, qui étaient au nombre de 3. Déjà, de manière générale, si tant est qu'une moyenne puisse être faisable, mais voilà, quelle est la moyenne de la durée que prennent les activités de soutien pour les travailleurs des AT? Alors, ça va être au cas par cas, c'est différent en fait. Les activités individuelles sont souvent programmées dans le cadre du projet. Donc, elles sont réévaluées à minima une fois par an. Mais c'est en fonction de l'évolution de chacun, c'est adapté. On a des personnes pour qui l'apprentissage, par exemple, des transports en commun, en quelques séances, en quelques mois, on va dire, la personne peut être autonome et y arriver finalement toute seule. Et puis pour d'autres, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre d'un cheminement aussi, se faire confiance, oser un petit peu dépasser ses craintes. Et ça a pu prendre plusieurs années même pour certains. Donc c'est vrai que sur le temps, c'est assez variable et c'est vraiment adapté en fonction de la personne elle-même. Et sur des activités collectives, on est sur quelque chose d'assez régulier. Par exemple, les ateliers d'écriture, c'est une fois par mois. Sur un groupe constitué à l'année, parce qu'on souhaite voir un petit peu l'évolution aussi, et puis les relations au niveau du collectif. Mais voilà, c'est des inscriptions libres qui peuvent être conduites chaque année après. Si je peux me permettre, là, vous m'avez parlé de fréquence ou de durée longitudinale des ateliers. Moi, ma question portait voilà, sur une semaine de travail type. Jusqu'à combien de temps une personne peut-elle se mobiliser sur des activités de soutien au regard du temps de travail, bien sûr? Vous comprenez le filigrane de ma question. Alors, on n'a pas, nous, bloqué de temps minuté, on va dire, parce qu'on peut avoir des périodes où les personnes nous sollicitent beaucoup. J'ai en tête, par exemple, une personne qui devait déménager et pour qui il y avait beaucoup de démarches administratives à réaliser. Donc, sur une période courte, ça a été très concentré. Elle a pu passer peut-être en moyenne 3 à 4 heures dans la semaine en activité de soutien individuel pour ces démarches-là. Mais sur l'année, globalement, voilà, ça représente peut-être 1 heure par semaine d'activité de soutien. Okay. Mais voilà, on ne le chronomètre pas pour dire, bon, bah là, vous avez dépassé votre quota, on vous demande d'arrêter. Non, on fait vraiment en fonction des besoins des personnes. On imagine que c'est une question qui peut se poser dans les ESAT. D'ailleurs, Christine, Béatrice, vous pourrez réagir aussi à cette question parce que enfin, voilà, les besoins d'accompagnement peuvent être multidimensionnels, vous l'avez très bien montré. Et du coup, il y a cet équilibre à trouver entre l'accompagnement et puis l'activité de production qui reste quand même une mission essentielle dans l'admission en ESAT. Donc, enfin, voilà, je pense qu'il y a une ligne de crête à gérer d'une manière X ou Y pour les ESAT. Alors, j'en viens à ma deuxième question. Vous avez, si j'ai bien suivi, évoqué des activités de soutien dans le domaine de la participation sociale et notamment des CVS. Alors, on sait combien il peut être difficile parfois d'avoir un CVS vivant, attractif, qui se mobilise. Enfin voilà, c'est peut-être pas les ESAT qui sont le plus concernés par cette remarque, mais disons qu'ils peuvent l'être aussi. Et est-ce que parmi les activités de soutien, il y a des sensibilisations, voire des formations à participer au CVS? Oui, ça avait été réalisé effectivement pour notre établissement suite à la composition des nouveaux membres du CVS, une formation sur plusieurs journées où on expliquait le rôle des membres, du président, la secrétaire, les ordres du jour, comment aussi réaliser un compte-rendu, quels sont les points à aborder, etc. Donc effectivement, il peut y avoir des formations spécifiques liées à des actions au sein de la structure, telles que le CVS. Très bien. Et du coup, vous avez observé un meilleur dynamisme, une plus grande spontanéité au niveau des candidatures aux élections? Enfin bref, est-ce que ces actions ont porté leurs fruits? Alors, ça a pu, mais je dirais un des leviers chez nous qui a bien fonctionné, c'était la rencontre avec d'autres CVS. On a la chance au niveau de l'association d'avoir plusieurs ESAT et le fait d'avoir croisé aussi un CVS un peu plus dynamique dans une autre structure,
ça a montré finalement toutes les potentialités pour notre CVS à nous, sur quoi on pouvait partir aussi, quels étaient les points qui étaient abordés, comment on mettait en place par exemple des activités telles que les sorties institutionnelles, des choses comme ça. Donc oui, je pense que le partage entre les personnes elles-mêmes sur comment elles animent, comment elles mènent les choses, c'est une vraie richesse, peut-être tout aussi importante que la formation finalement. Très bien, merci. Dernière question qui est plus d'ordre méthodologique. Dans le chapitre dédié aux moyens, vous avez fait référence à des outils d'évaluation. Je voulais savoir si vous pouviez présenter un peu plus de quoi il s'agissait. Est-ce que ce sont des outils maison? Est-ce que ce sont des outils externes? Le cas échéant, sur quoi vous vous appuyez? Est-ce que, par exemple, vous avez pris appui sur les grilles Séraphin ou pas du tout, sur autre chose? Enfin bref, voilà. Comment fonctionnent et sur quoi s'appuient ces outils? Alors oui, sur la partie évaluation des besoins, aujourd'hui, on travaille davantage avec la nomenclature Séraphin PH. Mais en interne, on avait aussi une grille qui nous permettait un peu de balayer l'ensemble des points sur la vie quotidienne, puisque notre public sur les aides de RICSEM, c'est essentiellement des adultes en situation de handicap moteur. Donc, sur toute la partie vie quotidienne, le lever, le coucher, enfin, l'aide à la toilette, etc. On avait un questionnaire qui nous permet aussi de faire l'état des lieux un petit peu sur une personne qui vient d'arriver pour mettre en place les aides qui seraient nécessaires. Très bien. Écoutez, un grand merci à vous pour la clarté de votre propos. Merci beaucoup. Et Merci. on va donner la parole à Christine Hurel. Christine, merci d'être à nouveau présenteux avec nous. Et toi, c'était sur le côté père aidance qu'on avait voulu solliciter ton intervention pour voilà, faire écho et compléter, même si Julie a évoqué cette notion de père aidance dans les points, mais comment est-ce que concrètement on peut mobiliser les travailleurs en ESAT entre eux pour renforcer ces activités de soutien et puis les faire atteindre leurs objectifs. Je te cède la parole. Bonjour à tous, merci. Alors moi, je suis partie sur un contexte beaucoup plus large de transformation des ESAT et dont la pérédance n'est qu'un tout petit bout de la lorgnette. Et donc, je vais vous diffuser mon PowerPoint qui part vraiment de textes, d'un contexte plusieurs textes qui amènent donc à ce plan de transformation des ESAT et qui comprendra donc différentes orientations que je vais éclairer. Voilà. Donc, alors, webinaire, donc je suis là, écran partagé, CH, d'accord, ici, partage. Donc, effectivement, la transformation des ESAT. Donc, nous, on est sur la partie accompagnée par le travail, l'activité comme pivot de la vie sociale. L'ESAT Le Tertre, que je dirige, donc, est un ESAT qui accueille et accompagne 113 personnes. Nous avons donc des hommes et des femmes avec une moyenne d'âge de 40 ans, dont 17% de personnes travaillent à temps partiel sur des activités blanchisserie, peinture, cuisine centrale et prestations de services en entreprise. Notre organisme gestionnaire est la PIOB sur les territoires de l'Aube et de la Haute-Marne, sur 29 établissements et services et environ 1000 salariés. Ce qui est intéressant de voir, c'est les différents textes qui amènent en fait au plan de transformation des ESAT, toutes les lois depuis la 2002 qui parlent de compensation, de projet de vie, qui parlent d'approche territoriale, qui parlent de simplification avec la loi 3DS qui va être mise en œuvre donc, dans ce cadre de transformation des ESAT, les circulaires sur la réponse accompagnée par tous, la liberté de choisir son avenir professionnel, les différents rapports PIFTO, le rapport IGAS pour renforcer les droits des personnes, naturellement le projet Séraphin PH avec sa nouvelle nomenclature, le projet EPOP, effectivement porté par Madame Cluzel au niveau des territoires sur un accompagnement par les pairs qui émane de 4 associations, l'initiative de 4 associations
qu'on va éclairer après. Ensuite, le plan de transformation des entreprises adaptées, le référentiel donc commun d'évaluation de la qualité par la Haute Autorité de Santé, et cette fameuse circulaire qui va nous occuper actuellement de mai 2022 pardon, sur la mise en œuvre de ces mesures du plan de transformation des ESAT. Donc, ce plan est construit autour de 4 axes, effectivement, sur une dynamique de parcours, fluidifier et sécuriser les parcours, renforcer les droits et le pouvoir d'agir des personnes, accompagner le développement des établissements, notamment les ESAT, assurer l'attractivité des métiers des professionnels d'ESAT. 4 axes, 31 mesures que nous allons éclairer derrière. Donc, un axe sur les trajectoires professionnelles, sur les droits des personnes, sur l'activité des ESAT, sur l'attractivité des métiers, sachant que certaines mesures sont déjà validées et d'autres sont en cours et d'autres sont à travailler dans l'avenir. La dynamique de parcours des personnes, le parcours, effectivement, va se baser sur une orientation qui reste donnée par la CDAPH, mais qui pourra s'adjoindre de l'expertise des services publics de l'emploi avec Cap Emploi, les plateformes de l'emploi accompagné, les missions locales, Pôle emploi, voilà, les CRP, centres de réadaptation professionnelle, les CPO, les centres de préorientation qui vont permettre d'éclairer la CDAPH dans son orientation. L'environnement se veut maintenant décloisonné et fluide. La terminologie, ça veut dire que les ESAT, nous ne sommes plus des établissements, nous ne serons plus, parce que le texte n'est pas encore validé, des établissements et services d'aide par le travail, mais d'accompagnement par le travail, où la notion de place va disparaître au profit d'une notion de parcours de vie. Sans rupture, la personne donc doit composer son parcours de vie, comme Julie a pu nous en parler, en fonction de ses besoins, de l'évolution de ce besoin, mais à partir d'une offre de prestations complémentaires et modulaires qui doivent pouvoir être coordonnées et anticipées pour répondre aux besoins et aux attentes des différentes personnes que nous accompagnons. Et c'est grâce au pouvoir d'agir de ces personnes que le projet pourra se dire inclusif. Le parcours doit être fluidifié. Fluidifié va donc maintenant nous mettre en lumière une nouvelle définition de l'orientation en ESAT qui est revue, puisque la personne pourra évoluer en ESAT, en entreprise adaptée, en entreprise ordinaire, pour accumuler un temps partiel en ESAT et un contrat en entreprise dit ordinaire. Naturellement, le levier, la mise à disposition restera un levier pour l'inclusion professionnelle. L'orientation ensuite sera éclairée au niveau de la sortie des ESAT sur un parcours renforcé en emploi. Nous serons toujours dans un accompagnement médico-social et professionnel de l'équipe pluridisciplinaire de l'ESAT, en lien cette fois avec l'employeur dans le cadre d'une convention d'appui, qui pourra ensuite avoir pour relais le dispositif de l'emploi accompagné. On note également des droits aux allers et retours entre l'ESAT, le milieu ordinaire, sans nouvelle notification d'orientation de la MDPH, la CDAPH. On note également un renforcement des droits des personnes, où la personne peut s'inscrire à Pôle emploi, où elle peut aussi promouvoir son compte personnel de formation ou participer à des formations au titre du plan de développement des compétences pour pas que seulement les formations sur obtenir son permis de conduire, par exemple, ou sur les formations liées à la prévention de la sécurité, mais également sur des formations qualifiantes. Et on verra également que ce parcours renforcé pourra permettre une durée des périodes de mise en situation professionnelle en emploi de 2 mois sur instruction du service public de l'emploi. Naturellement, le cadre de gestion de l'établissement sera beaucoup plus souple pour, à partir donc d'une aide au poste annualisée pour permettre les droits au retour. Et la dotation globale de fonctionnement sera calculée sur la base d'une file active. Renforcer le pouvoir d'agir des personnes, ça va consister en quoi? Déjà, garantir le projet de vie de ces personnes.
Le projet de vie de la personne, effectivement, comme Julie nous l'a éclairé, eh bien, va s'adjoindre au projet personnalisé de la personne. On va y adjoindre un projet de vie des personnes accompagnées. L'analyse des besoins et des attentes sera basée sur la nomenclature des grilles Séraphin PH que vous voyez en dessous. Nous avons effectivement les besoins pour la participation sociale, la santé somatique et psychique ou la matière d'autonomie, c'est ce que tu as développé précédemment. Et en face, l'établissement pourra y répondre avec des prestations qui seront directes ou indirectes. Les prestations donc directes pour répondre à la participation sociale, des prestations donc de soins de maintien dans le développement des capacités en matière d'autonomie, mais également une prestation de coordination renforcée pour la coordination et la cohérence du parcours global. Les prestations indirectes porteront sur les fonctions de management, de coopération, les fonctions logistiques au niveau du pilotage et des fonctions support dans le cadre de la réalisation de ce parcours. Naturellement, ce projet sera basé sur une information des personnes sur leurs droits à leur entrée en ESAT, en leur créant un livret d'accueil à accessibilité universelle. Donc, on va penser à des modes tels que le FALC ou autres modes de communication pour être accessibles. Garantir ce projet de vie va donc être basé sur une formation pour les personnes et les salariés à une formation sur l'autodétermination. L'autodétermination, c'est quoi? Ça va être la capacité pour la personne de faire des choix pour elle-même et par elle-même, indépendamment donc de toute influence extérieure qui pourrait externe excessive. Donc, ça va être choisir son projet de vie dans les domaines, effectivement, comme tu l'as précisé, de son projet de vie, donc le logement, le travail, sa vie amoureuse, les loisirs, promouvoir son autonomie pour pouvoir choisir avec de l'aide, sans être influencé, selon ses préférences et ses valeurs, selon ses capacités, tout en se responsabilisant. L'équipe devra donc multiplier les opportunités d'apprentissage et d'expérimentation tout au long de la vie, donc de son parcours, en lui laissant droit à l'erreur, prendre des risques mesurés, coordonnés et pensés. Effectivement, ne pas faire à la place d'eux, mais lui permettre, tout en la responsabilisant et en sécurisant ses décisions et ses choix, de lui permettre de les faire. Sensibiliser également à la pérédance. Donc, la pérédance concerne tous les sujets de la vie, qui est la vie quotidienne, la vie personnelle, la vie sociale, le travail, le logement, les déplacements. La pérédance peut se concevoir entre des personnes accompagnées ayant un même handicap, entre des personnes ayant un handicap différent, mais avec des points communs. Parcours de vie, aspiration, un projet, idem, de la même manière. Des proches aidants, la famille, les amis. Le père aidant doit avoir acquis un savoir expérientiel qu'il peut transmettre à une personne qui vit la même situation. Le père aidant est donc choisi par la personne, il est reconnu par l'autre, il doit être formé pour transmettre son expérience. Et il existe donc des formations d'intervention pair encadrées par le cahier des charges national dans le cadre du projet EPOP, donc projet qui a été soutenu par Madame Cluzel et qui se veut au niveau des différents territoires de pouvoir mettre en place ce projet pour viser en fin de compte une meilleure compréhension du pouvoir d'agir des personnes et dans le cadre de leur autodétermination. Les deux notions, je les ai mis en face parce qu'elles sont vraiment complémentaires et essentielles dans le cadre de l'expression des personnes pour garantir leur projet de vie. C'est donc une réponse qui se veut complémentaire à celle des professionnels, des familles, des proches, de toutes les personnes qui sont dans l'environnement de la personne. Naturellement, cela va reposer sur des valeurs d'entraide et de solidarité. Ici, comme tu le disais, de la même manière, nous avons des personnes, les stagiaires viennent, nous avons à ce moment-là un travailleur qui va pouvoir accompagner les nouveaux stagiaires dans le cadre de la compréhension, de l'intégration, de la compréhension des méthodes de travail, des machines, etc.
nous pouvons aussi avoir cette notion de père aidance lors des échanges entre parents, malheureusement sur l'annonce par exemple du handicap de leurs enfants. Et donc du coup, ces échanges sont basés sur des personnes qui ont des points de vue communs. Par contre, cette père aidance existe déjà. Elle existe déjà, comme nous pouvons le lire dans la revue, dans différents articles tirés de la revue Travail et sécurité de l'INRS de mai 2022, qui nous dit que les aides de la Meuse a déjà créé, voilà 7 ans, un CHSCT ouvrier par et pour les personnes. Ainsi, ce sont eux qui connaissent le mieux leur métier et qui sont les mieux placés pour prendre en charge leur sécurité. Donc effectivement, ils sont aptes à gérer leurs propres conditions de travail. Donc, être acteur dans l'instance, donc ça permet d'être porte-parole de mes collègues, explique un agent. Je voulais continuer à participer à la sécurité des collègues. Tout le monde vient me voir quand il y a une demande à faire. C'est une forme d'aboutissement de tout un travail que nous menons depuis de nombreuses années pour faire évoluer le statut actuel d'usager vers un statut de salarié protégé. On voit donc effectivement que depuis un certain nombre d'années, les travailleurs, en fin de compte, accompagnent leurs collègues dans la prévention de leurs risques par eux-mêmes et pour eux-mêmes, en fait, avec ce savoir expérientiel qu'ils peuvent transmettre à leurs collègues. Les enjeux de ces notions d'autodétermination et de père aidance, mais particulièrement d'autodétermination, sont pour les professionnels, il me semble, de changer de posture et de pratique, de remettre en question leur représentation sur leur métier, de s'ouvrir à d'autres métiers tels que les coordinateurs de parcours. L'autodétermination, pour les professionnels, va donc devoir être considérée comme une évolution et non une remise en question de leur pratique. Une valorisation pour valoriser le pouvoir d'agir des personnes, l'aider à formuler ses choix, puis l'accompagner dans son projet et son parcours de vie. Pour les associations, il me semble que définir une cartographie des services proposés par dispositif au niveau interne, département, région, en intégrant les prestations de droit commun est essentiel. Et également créer donc tous ces nouveaux postes qui vont être amenés à se mettre en place avec toute la coordination nécessaire, les chargés d'insertion aussi en milieu ordinaire, les accompagnements vers l'emploi, les postes de coordinateur de parcours. Et pour cela, le management restera la clé de voûte du changement et également la reconnaissance et la valorisation des métiers et des compétences des salariés. Alors voilà, je laisse le soin également de mettre en place une formation. Pourquoi pas par l'alternance, hein, ça peut être une alternative assez positive. Faciliter donc ensuite leur accès aux formations, alors en créant un parcours de compétences qui leur permettra de s'auto-évaluer sur leur autonomie et sur leur parcours, de leur ouvrir, de leur faciliter l'accès à leur CPF, compte personnel de formation, pour élargir le périmètre de leur formation également à des formations qualifiantes. Mais on se rend compte également dans un des articles sur la revue de l'INRS que les actes de Menton exercent déjà toute cette accessibilité, puisque rendre le travail accessible à tous, ils le font tous les jours, en accompagnant les personnes sur des postes de travail de son choix, en favorisant de cheminer sur la voie de l'autonomie, en les rendant plus autonomes possible, en leur permettant d'être accompagnés pour monter en compétences, en améliorant leurs conditions de travail, et c'est reconnu effectivement par les organismes extérieurs de contrôle tels que la CARSAT. Nous voyons également que les aides de la Meuse est un lieu où il fait bon travailler. Donc, tous ces droits sont bien mis en avant. Les anticipations pour prévenir les risques avec toutes les formations professionnelles qui sont mises en place sur la sécurité, sur l'autonomisation de la vie, sur les prestations de services, sur les études de poste. C'est un lieu également où la qualité de vie au travail va se poser puisque les travailleurs ont la parole et qu'ils ont des projets qui sont sur des durées assez importantes.
Nous le retrouvons également dans les ateliers de la forêt de Tinqueux qui ont mis en place une nouvelle activité de légumerie avec effectivement tout un apprentissage pour permettre aux personnes ayant des niveaux d'autonomie différents de leur permettre d'accéder à cette nouvelle activité et également des conseils pris au prix d'organismes de droit commun qui reconnaissent que les formations sont adaptées et aux moniteurs et aux usagers, qui leur laissent aussi le temps d'acquérir les gestes à ce nouveau métier. Les athlètes où nous sommes, effectivement, pour faciliter l'accès à la formation et développer des compétences, par l'outil sur la RAE, la reconnaissance des acquis de l'expérience du dispositif porté par dispositifs différents et compétents. Nous sommes entrés donc dans ce dispositif en 2019 porté par le CREI Grand Est. C'est une culture donc apprenante, partagée, CREI Grand Est et différents compétents. Une culture qui est apprenante et partagée par tous. Nous avons à peu près la moitié de nos effectifs qui sont formés en salariés, mais nous montons progressivement le nombre de travailleurs qui souhaitent être accompagnés. C'est une valorisation et un développement donc de leurs compétences. Nous voyons qu'il y a 29 référentiels métiers et actuellement 1027 reconnaissances de validées depuis 2012. Nous avons également, dans le webinaire précédent, Julien qui vous a présenté sa VAE renforcée. Nous avons 82 personnes qui sont formées en moyenne par an sur une dizaine de thématiques dans le cadre du plan de développement des compétences. Et cette année, nous formons l'intégralité des personnes sur la qualité de vie au travail. Améliorer également la transformation va aussi recouvrir d'autres droits sur l'améliorer leur expression et leur participation à la gouvernance en désignant un nouveau délégué qui va représenter les travailleurs sur les situations donc du coup non collectives qui sont traitées par le Conseil de vie sociale mais individuelles. Et on retrouve déjà ce travail qui est réalisé et créer une instance mixte sur les CSSCT, mais on retrouve déjà que ce travail d'accompagnement et de participation à la gouvernance est mis en œuvre dans nombre d'associations, et notamment avec des travailleurs qui siègent à des réunions de CSSCT dans différentes associations, dont les aides de Margnac, effectivement. La vue synthétique en fait de la mise en œuvre de ces mesures aujourd'hui. Des mesures sont déjà réalisées dans le cadre de décrets ou d'instructions, dont l'instruction de mai 2022. Voilà, je ne vous ai pas tout cité, mais il y en a qui sont effectivement une reconnaissance aussi des droits communs de salariés, au même titre que les salariés. Nous avons également des instructions qui sont réalisées ou en cours. Les mesures qui vont nécessiter le recours à la loi, donc la loi 3DS notamment, et des mesures qui vont nécessiter d'autres travaux. Je finirai juste en mettant un accent sur le développement de l'activité des établissements pour favoriser effectivement leur parcours inclusif avec la construction peut-être ou la structuration de l'ESAT en plateforme métier, la coordination donc du parcours global en fonction du projet de vie de la personne. On a bien vu que tous ces axes sont nécessaires, notamment l'accession donc à la mobilité, et on a vu hier dans le cadre du colloque de l'ADAMS qu'il existe effectivement différentes mesures qui existent, notamment des plateformes régions sur WeMove qui intervient au niveau de différentes régions pour faciliter justement via des moyens de locomotion, des trottinettes, des vélos électriques, du covoiturage, l'accès au travail, l'hébergement. Donc tu as détaillé également tous ces accès qui sont nécessaires. Ensuite, je parlerai des plateaux techniques de formation. Donc on voit avec les différents apprentissages que nous pouvons faire professionnels, mais également le recours au centre de formation et pour mettre en avant les compétences requises par les employeurs dans le cadre des futurs emplois, former et qualifier les personnes, préparer à la sortie progressive du travail protégé avec les stages et le duodé notamment, et ensuite le parcours d'insertion et inclusif via l'emploi accompagné, le service d'accompagnement vers et dans l'emploi professionnel, sécurisé grâce au relais des plateformes départementales, oui, les prestations, le droit aux allers-retours, et également les indicateurs donc qualité qui vont évoluer pour une évaluation des parcours à partir de l'évaluation de la Haute Autorité de Santé. Je terminerai juste en citant Charles Gardou qui
qui effectivement nous dit que les milieux doivent se réinterroger, et je ne vois pas très bien mes slides sont là, voilà. Les milieux doivent se réinterroger, il en va de même de nos institutions. Ces propos sont extraits donc tout frais d'hier du colloque de l'ADAMS, Agir pour l'inclusion, c'est l'affaire de tous, où il nous dit également qu'il convient d'entendre les personnes sur leurs attentes inclusives. Il faut agir donc sur l'éducation dès la prime enfance avec un étayage, sur la formation dans tous les secteurs, avoir des savoirs avérés à partir de l'autodétermination des personnes, c'est vouloir pour les autres ce que l'on veut pour soi-même. Voilà, j'ai fait un tour assez rapide et exhaustif de certains axes que je voulais éclairer sur cette transformation. Effectivement, l'autodétermination est un axe très, très important à venir et la pérédance également, un axe qui va pouvoir éclairer un regard complémentaire des pratiques professionnelles. Merci. Merci à toi, Christine. Et merci pour avoir mis sous format PowerPoint les enjeux et les dimensions de la transfo des ESAT qui avaient été présentés en première séance par Didier Rambaud. Mais là, il y a un support qui, je suis sûr, intéressera beaucoup de monde et qu'on mettra donc à dispo sur le site du CREAI, à la page dédiée de la web-série, si tu en es d'accord. Oui, tout à fait. Alors, une question apparaît, mais c'est un remerciement, donc que je relais. De rien. C'est quelques heures de travail, je confirme. Voilà, à n'en pas douter. L'heure ayant déjà bien tourné, je propose de passer tout de suite la parole à Béatrice pour la troisième et dernière intervention du jour. Et si des questions reviennent, on les bouclera à la fin. OK ? Du coup, Béatrice, tu diriges les AT de l'ADASM en Haute-Marne, mais tu présides également l'association Un avenir après le travail en Champagne-Ardenne et tu participes activement à l'essaimage de ce projet Un avenir après le travail dans les territoires de Lorraine et d'Alsace à nos côtés. Donc, on va te demander, si tu veux bien, de revenir sur les différents enjeux du départ en retraite pour tout le monde en général, mais pour les travailleurs en ESAT, ça prend une dimension tout à fait particulière. Et puis de venir nous présenter le projet général Un avenir après le travail, dont je signale aux participants que la coordinatrice nationale Estelle Le Sager est parmi nous, donc on lui fait un petit coucou. Et puis peut-être également un focus, puisqu'il était question de pérédance préalablement, sur comment on essaye d'introduire de la pérédance dans le projet Un avenir après le travail. Voilà, je te cède la parole. Merci Thibaut. Eh bien, pour commencer, je voulais faire du lien quand même avec les épisodes précédents de ce webinaire, parce que finalement, le sujet de la retraite, il vient toucher tous ces aspects. La retraite, c'est une sortie vers le milieu ordinaire, mais cette fois-ci, inéluctable, hein, puisque liée à l'âge, au droit et à un choix personnel. C'est aussi une inclusion dans le droit commun, mais cette fois-ci, avec une casquette senior, voire personne âgée, et du coup, avec la situation de handicap qui peut disparaître. La retraite, c'est une étape temps libre, par définition, donc qui comporte dans son ADN des choix, et donc cette autodétermination que l'on cite souvent. C'est une orientation très sensible de tout parcours professionnel et de vie pour tout un chacun. C'est un espace-temps aussi où finalement, il est nécessaire en amont d'avoir quand même préparé, d'avoir étudié nos capacités pour pouvoir les mettre en action pendant la retraite finalement. Et puis la retraite, ce sont des compétences, puisque tout ce qui a été acquis avant est finalement transférable. Et la retraite, ce sont aussi des besoins en formation, on va le voir tout à l'heure. Alors, je voulais revenir quand même sur cette notion d'activité pour tout un chacun, parce que finalement, dans tous les domaines possibles, l'activité, c'est une mise en mouvement. Et c'est ce qui fait qu'elle ouvre des possibles, voire des interactions sociales. C'est une manière d'exprimer, de s'exprimer et de rencontrer finalement des écosystèmes, parce que avoir des loisirs, avoir des sports, c'est toujours rencontrer des mondes qui ont leurs particularités, leurs codes.
Et le travail, finalement, n'est qu'un aspect de toutes ces activités qui se présentent à nous tous. Alors, la particularité d'un ESAT, c'est que loin d'accompagner le travail, comme l'a dit Julie et Christine, on va, suivant les ESAT finalement, interagir sur toutes les autres activités, par ces activités de soutien justement. Le sport, la santé, ça peut être aussi apprendre à cuisiner. Donc effectivement, il y a cette mission d'épanouissement global par des activités productives, par une identité socio-professionnelle, mais aussi par la possibilité de bénéficier, suivant ses besoins, d'activités bien autres, des activités sociales non productives. Alors bien sûr, le travail, c'est aussi la source de ressources qui peut donner accès financièrement à d'autres activités, ça c'est aussi une réalité. Alors, comme finalement l'ESAT est au cœur du travail, mais de bien d'autres choses, accompagné par le travail en ESAT, oui, c'est utiliser le support travail comme une contenance psychique, c'est mettre en œuvre des moyens de professionnaliser, de stimuler des parcours, mais c'est aussi créer, gérer des liens socio-professionnels et développer des compétences psychosociales dans tout un tas de domaines. Donc, si on part de ce constat, accompagner du coup la fin du travail en ESAT, ça requiert finalement bien plus de perception, de moyens, de réflexion pour tout un chacun. Puisque en ESAT, finalement, on va retrouver une certaine qualité de vie au travail, toute une série de repères, de soutien, qui finalement vont finir par se supprimer du fait de ce départ en retraite, alors qu'on en recherche finalement une période de vie sans travail qui soit tout autant de qualité, qui me corresponde tout autant pour favoriser un vieillissement serein. Alors, la question que l'association, avant que l'association Un avenir après le travail ne se crée, c'est comment on peut créer des conditions favorables, facilitatrices, qui vont permettre finalement de gérer cette transition ESAT-retraite en garantissant bien sûr l'essence même de ce temps libre, c'est-à-dire l'autodétermination, et des pratiques inclusives, puisque les institutions médico-sociales ne seront plus ou très peu présentes et que le droit commun va prendre le relais. Alors, pour m'interroger un petit peu sur ces conditions, souvent, je me reporte au concept de promotion de la santé et à sa description dans la Charte d'Ottawa, parce qu'elle est très éclairante. Donc, elle nous indique qu'il faut, pour créer ces conditions, considérer l'individu dans son intégralité. Alors, ça paraît être des évidences, mais donc, on a des capacités et on a aussi des besoins à repérer. L'idée, c'est que la personne, elle puisse trouver des conditions de vie sûres, stimulantes aussi, gratifiantes et agréables, qui ne sont pas dictées par une norme, mais qui sont ses propres repères. Créer des conditions facilitantes, c'est aussi avoir une idée que finalement, il n'y a pas que les acteurs spécifiques de la retraite qui ont un rôle à jouer, mais qu'on est bien dans un processus où il y a toute une série d'acteurs qui vont devoir être mobilisés. Donc on est sur un milieu, finalement, un milieu de vie, et l'individu, dans ce milieu de vie, il a un rôle à jouer, c'est celui de prendre soin de son milieu et que le milieu prenne soin de lui. On va retrouver également dans les conditions favorables l'accessibilité totale et permanente à l'information, et puis la notion d'éducation à, parce que sensibiliser, former, éduquer à, voilà, ce sont des notions quand même assez différentes. Alors j'ai quelques verbatims, effectivement, en préparant cette intervention lors du dernier conseil d'administration de notre association, dont je vais parler ensuite.
ce qu'ils en disent, qu'ils soient retraités ou professionnels. Pour eux, la retraite, c'est important d'en parler pour l'avenir, pour se préparer. C'est compliqué, on est perdu. Éviter la rupture dans un parcours. On les a rendus dépendants de nous. Il faut créer des relais dans le droit commun. Et une notion importante, on perd son travail et on peut perdre sa maison. On est là sur les personnes qui sont en foyer d'hébergement et qui pensent que, de par leur départ en retraite, leur place en foyer, finalement, à un moment donné, va s'arrêter. Donc, avec toutes ces notions, finalement, l'association Un avenir après le travail considère que accompagner la fin du travail en ESAT, c'est une co-responsabilité à la fois des établissements médico-sociaux, et pas que les ESAT, hein, on est aussi sur les services ambulatoires, les différentes formes d'habitat, et vraiment et avec le droit commun, puisque c'est finalement ce milieu de vie qui va être rejoint au moment de la retraite à temps plein. La deuxième approche, c'est que chaque association fait forcément des choses sur le sujet de la retraite, mais peut-être la prise de conscience serait qu'on peut finalement quand même offrir mieux que du bricolage parfois, mieux que dans l'urgence. Et puis, au-delà du dossier retraite, c'est pas pour nous sans nous, c'est le slogan de l'association. Nous aussi, que je reprends à mon compte, voilà, parce que ça peut aller très vite, le passage à la retraite, et on peut faire les choses un petit peu de manière injonctive, on va dire. Voilà. La fin du travail en ESAT aussi, ce sont du coup des besoins accrus, puisqu'on a créé quand même des dépendances, des exclusivités, des stimulations qui n'auront plus lieu pendant cette période de retraite si les choses n'ont pas été préparées. Et la fin du travail en ESAT, c'est donc un décentrage progressif du travail. On sait que les travailleurs sont très investis pour la plupart sur le travail. Il y a même parfois des situations de surinvestissement. Tout est basé en fait sur cette période. Certains refusent de partir en congé au mois d'août, aimeraient être de permanence tout le temps. Donc c'est une activité principale, source d'épanouissement, qu'il va falloir à un moment donné décentrer. Alors toutes ces notions, on a essayé de les digérer, de les mettre, de les structurer aussi pour former finalement une association, Un avenir après le travail, qui au départ est un collectif né en 2016 sous l'impulsion d'une expérience ARESAT Bretagne qui avait pensé la retraite d'une manière qui nous avait vraiment interrogés. Et pendant quelques années, notre collectif Champardonnay a fonctionné et on a vraiment eu la nécessité de se former en association en décembre 2020. Nous sommes adhérents à l'association interrégionale Un avenir après le travail, qui maintenant regroupe 9 régions, donc principalement sur le nord du pays, mais voilà, qui continue son essaimage aujourd'hui. Alors, vraiment, les objectifs de ce projet, de cette association, c'est vraiment l'interdépendance positive de 3 acteurs. Les retraités, bien sûr, et futurs retraités d'ESAT, en premier lieu. Sur l'association, nous représentons 350 personnes de 50 ans et plus. Je vais revenir sur le deuxième point après. On a bien sûr l'acteur ESAT et services d'accompagnement et d'hébergement. Donc notre association regroupe 11 associations médico-sociales sur 3 départements. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que voilà, on a une convention de partenariat qui vient tout juste d'être signée avec des collectifs qui se mettent en place sur l'Alsace et la Lorraine. Et puis le troisième acteur, on l'a dit tout à l'heure, c'est le droit commun. On va y revenir dans les diapos qui suivent. Voilà ce qui nous a interpellés sur la RESAT Bretagne. C'est au départ, il y a quelques années, quand on pensait retraite, souvent j'entendais l'habitat. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien qui est prévu.
Le fait d'avoir 4 thématiques, d'avoir cette notion en tête, c'est très important et ça permet de mener des actions avec un fil rouge bien particulier. Donc on est sur les droits et ressources, bien sûr, c'est le cœur de ce qui va permettre ensuite certaines choses. C'est également le logement, l'habitat et l'accompagnement social, la vie sociale et la santé. Voilà 4 thèmes qui sont finalement imbriqués les uns avec les autres. L'association... Ah, j'ai pas fini, si tu peux revenir, Valentin. Oui. Cette approche pluridimensionnelle, elle est thématique, mais elle est aussi à l'échelle des territoires. En fait, dans notre association, des professionnels vont en fait créer des micro-partenariats à l'échelle des bassins de vie des futurs retraités. Ça peut être avec des associations locales sportives, culturelles, de loisirs. Et finalement, l'association, elle, va aller chercher des partenariats chapeaux, facilitants à l'échelle de la région Grand Est. Celui qui est apparu le premier finalement dans notre histoire, c'est celui de partenariat avec la CARSAT Nord-Est, qui finalement a démarré en 2017. Alors bien sûr, la CARSAT, elle a un processus qui est connu pour les salariés, mais là, il y avait vraiment un projet stratégique de la CARSAT pour s'ouvrir sur la population en situation de handicap. Et donc, finalement, ils ont pu adapter, avec notre aide, leurs interventions collectives, avec un langage qui soit un petit peu moins complexe, puisque la retraite reste un sujet très pointu, des entretiens individuels adaptés, avec accompagnement ou pas, suivant le besoin de la personne, avec des facilitations sur des rendez-vous multiples, des horaires, voilà, par rapport à l'organisation du travail. Et finalement, donc 9 interventions ont été réalisées auprès de 250 personnes en 2017. Et puis depuis, il y a des entretiens individuels retraite et un support FALC qui a été co-construit avec la CARSAT, qui est en cours d'expérimentation et qui a été mené avec une éducatrice de Vitry France, de l'APF France Handicap de Reims. Voilà. Alors, ce qui est très important pour notre association Champardonnaise, c'est que la retraite, finalement, c'est aussi un objet de formation. Alors, on a une petite difficulté aujourd'hui, c'est que ce n'est pas éligible au CPF. Bon, on peut faire autrement, on a d'autres... mais c'est dommage. Donc, nous défendons le fait que c'est pas qu'une sensibilisation, le départ à la retraite. Il y a vraiment finalement des notions même philosophiques qu'il va falloir adapter pour que finalement l'estime de soi, la capacité à être encore en mouvement et en volonté d'apprendre une fois que la vie professionnelle est terminée, ce sont 2-4 jours qui sont importants, des temps dédiés où vraiment la personne va pouvoir cheminer. Donc, proposer ces formations, au départ, certains travailleurs sont assez réticents, donc on laisse les choses se faire. Et puis finalement, c'est par le bouche à oreille, donc c'est une sorte de père aidance aussi, que ce mot retraite n'est plus tabou. Il y a une telle loyauté par rapport au travail que mettre en place des temps dédiés, ça permet aux travailleurs, ça y est, de s'autoriser à parler d'une forme de retraite, de cessation d'activité. Et la particularité en Champagne-Ardenne, c'est qu'on a voulu que à ces formations soient présents donc un retraité qui fait partie finalement du conseil d'administration au sein du collège des personnes qualifiées. Alors, cet accompagnement, je suis persuadée qu'il faut le professionnaliser. Donc, on a créé en fait un rôle d'animateur retraite. Cette formation, elle est assurée par l'association interrégionale et sur l'année 2021-2022, nous avons pu bénéficier de l'enveloppe financière de Malakoff Humanis. Alors, nous, sur la Champagne-Ardenne, on avait démarré déjà il y a quelques temps, mais voilà, c'est vraiment une aide qui est indispensable
pour pouvoir à un moment donné sensibiliser à cette étape de vie, lever des angoisses, la première chose, organiser les entretiens individuels retraite, CARSAT, s'assurer du bon déroulement des démarches légales. Il faut vraiment avoir conscience que parfois, on a même des freins là où on ne s'attend pas. Au niveau de mandataires, par exemple, on a quelques difficultés pour que les dossiers soient faits dans les 6 mois qui précèdent un départ. Et puis, créer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des micro-partenariats avec des acteurs de la vie locale. Alors, les photos que vous voyez, parce que la retraite, c'est la vie aussi, ce sont des forums qui ont eu lieu, droit devant, qui avaient été organisés par le CREAI, l'ARS et la CRSA. Et donc, on s'est déplacé sur trois villes voilà, pour parler de la retraite et de ce que ça doit pouvoir engager. Alors, une chose très importante, c'est, on parle de participation, mais la participation, c'est aussi pouvoir décider. Comment faire en sorte que ces futurs retraités, retraités soient dans les instances de décision et dans des actions opérationnelles. Donc, la première chose, ça a été dans nos statuts de l'association, et ce n'est pas qu'un effet d'affichage. Je sais qu'on a encore beaucoup de choses à mettre en place, mais d'avoir vraiment des personnes qualifiées et de pouvoir les former, oui, à prendre la parole, à pouvoir dire ce qui convient, ce qui manque dans ce processus de retraite. Une intervention très intéressante, c'est un retraité qui est venu à l'IRTS de Reims et qui a pu sensibiliser les moniteurs d'atelier sur cette fin d'activité professionnelle. Voilà, quand on a 55 ou 60 ans, avoir des moniteurs d'atelier qui sont peut-être beaucoup plus jeunes et qui n'ont pas encore cette notion de fatigabilité, de démotivation. Voilà, c'était important de l'entendre. Les futurs retraités ont participé à une enquête en 2018 qui a été organisée par des étudiants en BTS de Chaumont, BTS Services et prestations des secteurs sanitaires et social, pour mieux comprendre si finalement la conscience des besoins était là, et les animateurs retraite ont eu toute leur place, voilà, ont été mobilisés pour recueillir ces éléments. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que le résultat de cette enquête, c'est finalement le manque de prise de conscience que certaines choses vont s'arrêter. Une infirmière qui serait présente en ESAT, le futur retraité ne se doute pas que l'infirmière ne va pas continuer finalement à être présente pour les différents rendez-vous, les suivis, les dépistages. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui nous interpelle. Donc sans vouloir faire peur, il y a quand même quelque chose à creuser de ce côté-là. Donc sur ces photos, vous voyez justement un jeune retraité de l'ESAT qui partageait son expérience avec la représentante de l'association Nous aussi. Et ce moment, il était beau parce que finalement, les encadrants professionnels, on était totalement en dehors et on laissait la parole finalement, l'échange se faire à l'aide aussi de support. Voilà, ce sont des moments précieux qui nous inspirent pour d'autres événements. Alors l'association est bien sûr avec l'interrégion, parce qu'on n'aurait pas la possibilité de le faire sans eux. C'est un site internet aveniresat.org où l'on peut finalement voir les différentes actualités des régions en matière de transition retraite. On a aussi une veille réglementaire, une médiathèque. Donc, on a également l'accès, sans avoir d'identifiant et de mot de passe aujourd'hui, à un recueil de pratiques prometteuses, donc tout ce qui a été mis en place sur différentes régions. Voilà, il date de 2020 et il peut inspirer bien d'autres associations sur le sujet. Alors pour finir, la transformation des ESAT, accompagner la fin du travail, pour nous c'est une transformation pour tous finalement. Pour les ESAT et autres établissements médico-sociaux, puisqu'en fait notre mission c'est de lever un tabou, comme je le disais tout à l'heure.
c'est aussi pour, et il ne faut pas essayer de mettre ce sujet de côté, intégrer des temps nécessaires dans le planning des personnes concernées. Tout à l'heure, vous posiez la question, Thibaut, du temps des activités de soutien. Alors là, on rajoute justement tout ce qui va être permanence, retraite, etc. Donc, ce sont des temps qui ne sont pas innocents. Quand on revient que l'après-midi, ben voilà, il faut organiser le travail. Et c'est aussi stimuler la connaissance des droits sans injonction. Hein, l'idée n'est pas de créer un flux de départ en retraite pour que finalement d'autres entrées en ESAT soient possibles. Hein, c'est vraiment de s'emparer de ses droits et de dire bah non, moi je reste, j'ai envie de continuer à travailler. Pour les personnes vieillissantes, créer des moments comme ça dédiés sur la retraite, c'est s'autoriser à questionner ce moment sans être jugé comme démotivé, parce que tout le monde n'est pas démotivé à la fin de sa carrière. Faire face à la question des ressources, et le sujet qui revient le plus souvent, c'est surtout la solitude. Et l'inquiétude, c'est l'habitat qui peut aussi changer. Alors là, c'est vraiment une différence peut-être fondamentale avec une personne dite ordinaire, c'est qu'il y a aussi la notion des fois de déménagement, de se refaire des relations sur un bassin de vie. Voilà, donc quand même des conditions assez dures. Pour les collectivités, les organisations liées aux personnes âgées, et pour les familles, c'est aussi une transformation. Parce qu'on remet en fait de l'angoisse auprès des familles. C'est pour eux une nouvelle période d'incertitude. Déjà, il y en avait une entre peut-être IME et ESAT, et là, voilà, il y a une autre période qui arrive. Et c'est parfois un rôle d'aidant qui est reporté sur des fratries. Pour les collectivités, on voit arriver une population qui reste vraiment méconnue et qui a besoin d'aide pour recourir à ses droits. Alors, c'est aussi accompagner la fin du travail, une opportunité d'ouvrir des possibles. Depuis que l'association, le collectif est créé depuis 2016, ce qui est vraiment beau à voir, c'est de voir des professionnels d'associations différentes, d'établissements et services différents qui vont investir ensemble cette préparation. Alors concrètement, aujourd'hui, on a des animateurs retraite d'une association donnée qui part dans un autre département et qui va assurer une formation future retraitée pour finalement un nombre de participants qui viennent d'associations différentes. Donc on n'est pas chacun à construire son processus, mais on est aussi au service des autres associations. Les supports FALC sont indispensables et grâce à l'interrégion, finalement, au lieu de repartir de zéro à chaque fois, on a quand même une base de documentation qui, bien sûr, est soumise à adhésion, mais on a quand même une base très intéressante dont on peut s'emparer. Un réseau interrégional, j'en parlais, et puis je ne peux pas oublier la coordination du CREAIS sans laquelle nos actions ne seraient possibles parce que coordonner, c'est beaucoup de temps, c'est de la mise en relation et voilà, le CREAIS fait partie intégrante de notre fonctionnement. Les collaborations interassociatives, on en parlait tout de suite. Des missions de création de partenariats locaux, alors c'est pas évident, c'est quand même assez nouveau pour des animateurs retraite qui peuvent venir de SAVS, des AT ou autres, d'aller créer ce type finalement d'échanges réguliers pour accueillir une personne sur une asso de randonnée, par exemple, ça ne soit pas vu que comme une difficulté, mais comme une richesse, et puis qu'on puisse adapter les parcours sans que ça soit d'un côté des personnes âgées, d'un côté des personnes en situation de handicap. Voilà, et puis des instances de participation dédiées à consolider concrètement. Je mesure le chemin qui est à accomplir encore pour que l'autodétermination dans ces instances soit vraiment quelque chose de concret. Et puis, je voulais faire le parallèle, pour terminer, entre ces départs en retraite et les parcours vers le milieu ordinaire de travail, parce qu'on retrouve des mêmes ingrédients. Pour les travailleurs en ESAT, le milieu ordinaire, c'est aussi, comme pour les départs en retraite, s'interroger sur l'évolution des ressources. Est-ce que je vais gagner plus? Est-ce que mon contrat va s'arrêter? Comment je fais si je suis en temps partiel? Donc, voilà, il ne faudrait pas occulter cette notion. On est, comme vous et moi,
dans notre parcours professionnel, ce critère-là a son importance. Pour les travailleurs en ESAT, il y a quand même une certaine qualité de vie, un confort, une zone de confort en ESAT. Et renoncer à ces soutiens et activités, ça peut ne pas être leur choix. Pour certains, on en parle peu souvent, on n'a pas que des personnes qui viennent d'IME, on a aussi des personnes qui ont déjà travaillé en milieu ordinaire. Eh bien, pour certains, c'est aussi rouvrir des blessures psychologiques parce qu'il y a eu des situations de maltraitance au travail ou voilà, des incompréhensions qui sont difficiles à dépasser. Donc, comme pour la retraite, avoir des espaces-temps disponibles pour questionner cette possibilité du milieu ordinaire de travail, ses impacts, ses accompagnements, sans être jugé comme finalement déloyal envers ses moniteurs, au vu de la charge de l'atelier, c'est peut-être une piste aussi pour faire avancer les choses. Pour les entreprises, accueillir des personnes en situation de handicap, c'est comme pour les associations de personnes âgées, les collectivités, une population méconnue qui a besoin d'aide pour travailler, ne connaît pas trop les compétences. Aujourd'hui, encore plus qu'avant, une main-d'œuvre utile dans un contexte de recrutement difficile. Mais s'il n'y avait que ça, ça pourrait poser quand même question. Et puis, fort heureusement, des projets d'entreprise, de responsabilité sociétale, qui ont envie de faire les choses. Voilà, c'est un contexte d'obligation légale, mais on a quand même des entreprises voilà, qui ont des projets intéressants. Donc, comme pour la retraite, finalement, le passage en milieu ordinaire de travail, ça serait expérimenter des espaces-temps de stage, de formation, mais en sortant du schéma ordinaire, est-ce que vous avez le diplôme, est-ce que vous avez l'expérience? Parce que finalement, c'est par la diversité des profils recrutés dans une entreprise, par sa capacité à s'adapter, qu'elle va grandir, cette entreprise. Et c'est comme pour la société, finalement. Pour les AT, et c'est pareil, il faut vraiment intégrer cette notion. Il y a une réalité. Le départ en milieu ordinaire, qu'il s'agisse d'une retraite ou d'un milieu ordinaire de travail, c'est se séparer de personnes que l'on ne pourra pas remplacer à compétences égales. Et ça, c'est contraire à toute entreprise aujourd'hui lucrative en France et ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des recrutements avec des compétences attendues. Nous, notre challenge, c'est d'accueillir toute personne qui en a le besoin. Mais voilà, ça crée pour les ESAT une mission quand même un défi, toujours. Par contre, positivement, avoir servi d'étape de transition pour des personnes dont le projet de vie au travail est dorénavant ailleurs que dans les ESAT, c'est quand même voilà, ça serait quand même une belle histoire. C'était la fin du diaporama. Merci beaucoup, Béatrice, pour cette présentation très complète et précise. Et puis, on a compris à quel point le projet Un avenir après le travail avait une grande utilité sociale. On sait que tu y crois beaucoup et on y croit avec toi. Il y a une question dans le chat qui est assez technique, mais que je te relais, qui demande si les travailleurs en ESAT perdent leur droit à l'AAH après 62 ans. Alors oui, il y a des notions de perte d'AAH. On voit aussi des différences, c'est un problème entre différentes régions. Donc justement, le rôle de l'association, c'est de remettre un petit peu les textes de loi en piste pour qu'il y ait une harmonisation des pratiques, parce qu'on voit des choses qui sont un peu gênantes. Par exemple, moi, j'ai en Haute-Marne une personne qui a continué à bénéficier de l'AAH et finalement, on lui a demandé de rembourser après 62 ans. Donc, voilà, il faut vraiment se tenir informé régulièrement de l'évolution des textes, mais aujourd'hui, oui, à un moment donné, on bascule en fait dans le secteur des personnes âgées, et donc ce sont d'autres allocations qui prennent le relais, hein, comme l'APA, comme l'ASPA, etc. J'avais cru voir, mais alors je suis loin d'être expert dans le domaine, qu'il y avait une question de taux d'incapacité
qu'en gros, on ne pouvait pas cumuler AH et retraite de 50 à 79% de taux d'incapacité, mais que c'était cumulable par contre à partir de 80% d'incapacité et plus. Le seuil de 80% déclenche d'autres choses. Par contre, ce n'est pas une AH qui va se prolonger à vitam aeternam. D'accord. Ok. Effectivement, le seuil de 80% est déclencheur. Ça marche. Très bien. En vous écoutant successivement, Christine et Béatrice, j'ai rouvert le flyer. Christine, tu faisais à plusieurs reprises référence au projet HIPOP, donc HIPOP pour Empowerment Participation of People with Disabilities, qui est un programme qui s'expérimente actuellement en Hauts-de-France et en Nouvelle-Aquitaine autour de la paire aidance, justement, programme dans lesquels les créailles de ces régions sont également impliquées. HIPOP a été lancé à la base par la Croix-Rouge et commençait par proposer leur vision de ce qui pourrait se passer dans 30 ans, disait-il. Et je lis, enfin je vous partage ça parce que vous allez voir qu'en fait, ils ont écrit ça il y a 2 ans, donc il resterait 28 ans. Sauf que on est peut-être déjà, en tout cas sur certains points, au point qu'eux ont évoqué. Première chose, l'intervention d'un pair sera automatiquement intégrée aux formations initiales de professionnels du secteur ou des professions en lien avec l'accueil du public. Et là, du coup, ça fait écho à l'intervention du jeune retraité dans les promos de moniteurs d'atelier à l'IRTS. Donc ça, c'est vraiment génial et il faut vraiment encourager ce type de pratique. Deuxième chose, l'expertise d'usage des personnes, alors ils disaient des patients, mais bon, parce que le projet HIPOP est large, sera sollicitée pour définir la qualité de l'accompagnement et du soin. Sauf erreur, c'est exactement l'esprit de ce que la HAS a nommé le patient traceur dans la refonte du dispositif d'évaluation. Oui. Troisième point, les personnes qui le souhaitent pourront alors faire appel à un pair exerçant en libéral comme à un coach de vie. Donc là, on rejoint la question d'une professionnalisation de l'expertise d'usage. Là, pour le coup, on n'en est pas là, mais on sait qu'il y a des associations. D'ailleurs, certaines nous écoutent. Un salut pour Jean-Louis Gilles qui est avec nous. Et je sais que l'UNAFAM réfléchit et milite en faveur d'une professionnalisation de l'expertise d'usage avec l'élaboration de formations certifiantes dédiées. Alors, pour l'instant, l'idée est là, mais elle reste à mettre en œuvre, mais voilà. Ensuite, les plateformes de services médico-social incluront dans leurs prestations des interventions de pairs. Donc là, on rejoint aussi l'esprit de ce qui a été évoqué, d'ailleurs par Julie également, pour dire, voilà, comment peut-on finalement mobiliser le plus souvent et le plus tout court possible les travailleurs en ESAT entre eux pour finalement mieux expliquer les choses, mieux permettre leur compréhension par tous. Et pour boucler avec ton... Ah pardon, non, il y avait deux derniers points et non pas un seul, mais qui font complètement écho à tes dernières slides, Béatrice. Cette expertise d'expérience, donc cette paire aidance, constituera une véritable offre de services portée par les entreprises adaptées et les ESAT, comme une palette de services visibles, connus et mobilisables. Donc peut-être de nouvelles prestations à réfléchir, on verra. Et enfin, les entreprises auront recours à l'expertise des personnes pour désigner leurs produits et services et gérer leurs ressources humaines. Voilà la vision à 30 ans qui fonde le projet HIPOP. Alors, certaines sont plus éloignées que d'autres, mais vous avez bien vu que parmi les réflexions et retours d'expérience que vous nous avez partagés, eh bien, il y en a quand même certaines qui sont déjà en route. Alors, pendant que je causais, une nouvelle question est arrivée. À quel âge les travailleurs des ESAT peuvent-ils prétendre à la retraite? Alors, il y a la notion de 55 ans, mais en fait, c'est trop réducteur. C'est comme quand vous entendez parler de la retraite en ce moment sur les actualités télévisées, c'est toujours pris sur l'âge et on ne parle pas du nombre de trimestres, on ne parle pas de plein de choses.
Donc, pour les personnes en situation de handicap, il y a effectivement cette notion de 55 ans, mais il faut avoir eu en fait une RQTH pendant un certain nombre d'années pour pouvoir y prétendre. Donc, voilà, il faut vraiment que, justement, ça sert à ça les entretiens individuels CARSAT, c'est vraiment faire le point des droits suivant le parcours professionnel de la personne. Et donc, les RQTH, parfois, on n'a pas de traces. Donc, il y a quand même des facilitations maintenant pour que, quand on a été inscrit dans un établissement, de fait, la RQTH, même si on ne trouve pas les documents, elle soit bien prise en compte. Très bien. Valentin me glissait dans l'oreille, c'est 26 ans d'années de RQTH, c'est ça? Je n'avais pas le nombre en tête, mais voilà, je ne peux pas confirmer. Bon, bah, on demandera à un moteur de recherche éclairé alors. Longtemps, il me semble. J'aimerais juste apporter un regard sur la péridance. En fait, juste dire que effectivement, l'autodétermination est bien inscrite dans la circulaire de la DGCS sur la transformation des ESAT. La péridance n'est pas inscrite sur les formations et c'est bien dommage. Du coup, on rajoute cet axe, mais il n'est pas tracé, en tout cas dans cette circulaire. Il y a encore beaucoup à construire hein, sur ce sujet de péridance, mais en tout cas, c'est vraiment positif de remarquer, et notamment du côté des ESAT, où on a quand même des personnes qui sont très capacitaires, où il y a un vrai mouvement qui a lieu en ce moment, notamment sous, enfin pas exclusivement, mais notamment sous l'égide des initiatives portées par différents et compétents d'une part et un avenir après le travail de l'autre. Et il faut vraiment saluer ce mouvement-là parce que je suis absolument convaincu que ça va faire des petits dans d'autres établissements que les seuls ESAT. Alors, on a 2 confirmations dans le chat. Une d'Estelle de Sagère qui dit qu'elle confirme pour les 26 ans de RQTH pour ouvrir droit au départ en retraite à 55 ans. Et une de l'ESAT du Sésame qui confirme à l'inverse que certains travailleurs ont dû reporter leur départ en retraite parce qu'elles ne satisfaisaient pas aux critères évoqués. Voilà. Enfin, Jean-Louis Gilles, on est dans la rubrique partage d'infos. Jean-Louis Gilles, qu'on salue à nouveau, nous informe que l'UNAFAM organise un colloque sur la péridance. C'est le 8 juin, c'est-à-dire que c'est très prochainement. Et si vous êtes intéressé pour y participer, c'est en webinaire, eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site de l'UNAFAM. Le mot est passé et on vous remercie, Jean-Louis, pour ces infos qui sont en plein dans le sujet. Et puisqu'on en est au remerciement, c'est à nos 3 intervenantes du jour que je vais adresser mes remerciements les plus chaleureux. C'était encore une fois hyper intéressant. Merci sincèrement à toutes les 3 pour la qualité de votre propos, le temps que vous nous avez accordé. Et puis, on repartagera tout ça donc, sur la page de la web-série sur le site du CREAI. Merci à vous. Merci à vous également. Et à la semaine prochaine pour la conclusion. Au revoir. Au revoir.